Toute petite précision avant de vous laisser avec la vidéo, j'ai eu pas mal de soucis au niveau du tournage, notamment des rushs de ma caméra qui ont été purement et simplement effacés. J'ai dû donc m'y reprendre à plusieurs fois pour tourner l'intégralité de la vidéo. C'est pour ça que le cadre change, c'est pour ça que le décor change aussi en cours de vidéo, mais j'espère que ça n'altère en rien la qualité de mes propos. Sauf que ça, je vous en laisse les seuls juges, vous me direz tout ça dans les commentaires. Allez, je vous laisse avec la vidéo. C'est bon, café. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi je corde mes raquettes moi-même? Parce que tu t'ennuies le samedi après-midi? Certes, mais c'est pas la question. Si je recorde mes raquettes tout seul, c'est parce que la méthode que j'utilise n'est pas traditionnelle. Et avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, j'ai réussi à le caler 2 fois dans la vidéo. 2 fois? Attends, mais t'entends quoi par pas traditionnel? Alors, avant d'attaquer mon cordage, voyons ensemble les différentes méthodes de cordage avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Tout d'abord, on va faire un rapide point sur les différents matériaux de cordage. Rapide parce qu'il y a déjà tout un tas d'articles de blog et de vidéos qui parlent de ce sujet et c'est pas vraiment le point qui m'intéresse aujourd'hui. Quand on parle de cordage, on a 2 grandes familles. On a les boyaux naturels, généralement faits à partir de boyaux de bœuf. Ils ont la particularité d'offrir des sensations incomparables en termes de confort par rapport aux autres cordages. Mais ils ont une durée de vie limitée et ce sont des cordages les plus chers. Donc je vais les conseiller uniquement aux joueurs qui sont en recherche extrême de confort ou qui savent exactement ce qu'ils veulent. Vient ensuite la grande famille des cordages synthétiques. Ici, on va principalement trouver des cordages en nylon ou en polyester, mais on peut aussi en trouver en Kevlar qui ont la particularité d'offrir une très grande résistance. La contrepartie de la résistance, c'est un confort diminué et un risque de blessure un peu accru. Maintenant qu'on a fait un point rapide sur les matériaux, on va passer aux différentes méthodes d'assemblage. Tous ces cordages peuvent être assemblés de différentes manières. En 1, on a le monofilament et on obtient un film uniforme avec un seul matériau. Généralement, on rajoute une couche d'un matériau un peu protecteur qui va éviter les frottements et augmenter un petit peu la durée de vie du cordage. En 2, on a les multifilaments. Ici, on va assembler plusieurs fibres, mais toujours du même matériau, pour obtenir une sorte de corde ou de tresse. Les résultats peuvent être variés, mais en général, les multifilaments vont être beaucoup plus confortables et offrir plus de puissance comparé aux monofilaments. En 3, on va avoir les cordages composites. Le constructeur va mélanger plusieurs matériaux, et le résultat dépend des matériaux qu'il va utiliser. Donc il n'y a pas de grande règle là-dessus, il faut se renseigner spécifiquement au cas par cas. Et en 4, on peut rajouter la catégorie des cordages texturés. Je parle ici des cordages auxquels on a donné une forme pour donner plus d'accroche à la balle. On peut penser au Black Code de chez Technifibre, au RPM Blast de chez Babola, ou celui que j'utilise, le Elite XT de chez Diadem, avec sa forme en étoile. Bon, on a vu les différents matériaux et les différents types d'assemblage, on va pouvoir attaquer le cœur du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, la pose. Je pense qu'il existe autant de manières de corder que de cordeurs, parce que chacun va développer sa technique au fur et à mesure de son expérience. Mais on va parler ici des méthodes les plus courantes, celles que vous allez retrouver chez 95% des cordeurs. On peut déjà distinguer 2 familles de poses, celle à 2 et à 4 nœuds. Une pose à 2 nœuds, c'est quand on pose le cordage en une fois, on fait les montants et les travers sans s'arrêter. Cette méthode est rapide et simple, et elle est utilisée par une majorité de cordeurs, notamment ceux qui doivent corder un peu à la chaîne, comme à Decathlon par exemple. Cette méthode a un inconvénient, sur certaines raquettes, elle peut abîmer le cordage. Attention, quand je parle d'abîmer le cordage, je parle de quelque chose qui est imperceptible pour une majorité de joueurs amateurs, moi y compris. En gros, plus on pose les travers, plus il devient difficile de les poser, parce que les montants vont se tendre et auront moins la place de bouger. Donc si on commence à poser les travers par le bas de la raquette, côté manche, on va se retrouver à forcer au niveau des montants sur le haut, vers la tête de raquette, là où il y a le plus d'impact de balle. Ça peut avoir un léger impact sur la durée de vie de votre cordage, mais honnêtement ça va pas chercher bien loin. Pour remédier à ça, les cordeurs ont trouvé 2 solutions. Soit on reste en 2 nœuds et on fait une pose dite ATW, Around the World. En gros, on s'arrange pour poser les travers dans le sens qui nous arrange, c'est-à-dire du haut vers le bas de la raquette. Et pour ça, sur le petit côté, on va pas poser le dernier montant, on va prendre le grand côté et faire le tour du cadre pour se retrouver en haut de la raquette et passer les travers dans le sens qui nous arrange. J'ai pas spécialement d'avis sur cette méthode de pose parce que c'est pas une que j'utilise beaucoup et honnêtement, elle est pas facile à s'y retrouver les premières fois. À part ça. L'autre solution, c'est de faire une pose en 4 nœuds. Ici, on va poser les montants, faire 2 nœuds pour verrouiller tout ça, puis ensuite on attaque les travers et on fait pareil, 2 nœuds. Cette méthode, elle est déjà utilisée pour tous les montages hybrides, c'est-à-dire tous les montages avec un cordage pour les montants, un cordage pour les travers. Le montage hybride le plus souvent utilisé, c'est d'avoir un monofilament sur les montants, parce qu'en général, c'est là que ça casse en premier, donc il faut de la solidité. Et ensuite, on va poser un multi sur les travers pour ramener un peu de confort et de la puissance. Alors, les pros qui utilisent un montage hybride font souvent l'inverse. Eux, ils vont poser un monofilament sur les travers, mais eux, ils changent de cordage tous les 6 jeux.
Nous, si on change de cordage tous les 6 matchs, c'est déjà pas mal. Cette méthode de pose ne demande pas beaucoup plus de temps que la méthode simple à 2 nœuds, et surtout, elle permet d'appliquer des tensions différentes sur les montants et sur les travers. Et voilà, le dernier thème qu'on va aborder ici, les tensions. Appliquer une tension à une corde, ça signifie tirer sur cette corde avec une certaine force. Et par souci pratique, on va mesurer cette force en kilogrammes. Donc dire que je tends ma corde à 25 kg, ça équivaut à suspendre un poids de 25 kg avant de verrouiller la corde et de passer à la suivante. Alors, je suis désolé, mais je ne répondrai pas à la grande question, à combien vous devez tendre votre raquette. Parce que ça dépend de ce que vous recherchez. Et pour faire très simple, plus vous tendez votre raquette, plus vous allez avoir de contrôle et vous allez pouvoir diriger la balle facilement, mais vous allez perdre en puissance. Et plus la tension est basse, plus le cordage va avoir cet effet trampoline, vous allez gagner en puissance, mais en contrepartie, vous allez perdre en contrôle. Pour commencer, pensez à regarder quelles tensions sont recommandées pour votre raquette. En général, c'est juste écrit dessus. Pour ma Babolat Pure Strike, c'est entre 23 et 27 kg. Et si vous n'avez vraiment aucune idée de la tension que vous devez appliquer, partez sur 24 kg. En général, il y a vraiment peu de chances de se tromper. Parmi les conseils de cordage que j'ai pu trouver, il y en a un qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de tendre les travers de 1 à 2 kg de moins. La raison à cela, ça serait parce que les travers sont plus courts. Et c'est là, après ce long détour sur le thème des cordages, que je voulais en venir. Si je recorde mes raquettes tout seul, c'est parce que la méthode que j'utilise n'est pas traditionnelle. Et avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, j'ai réussi à le caler 2 fois dans la vidéo. Serge Thibaudeau et son équipe ont travaillé sur une nouvelle méthode de pose. Leur but était d'agrandir la zone de frappe optimale, le fameux sweet spot en anglais. Et pour ça, ils ont notamment étudié la déformation du cadre pendant le cordage. Si on applique une tension de 31 kg sur le montant central et qu'on pose tous les autres montants avec la même force, au fur et à mesure du cordage, le cadre va s'écraser et s'élargir. Et une fois qu'on a tous les montants tendus, à cause de la déformation, la tension qu'on va mesurer sur le montant central, elle est plus que de 23 kg. Et quand on pose les travers, c'est l'inverse. Le cadre va s'affiner et s'allonger. Le problème, c'est qu'on ne retrouve absolument pas la tension qu'on a mis au départ sur le montant central. Une fois qu'on a posé tous les travers, la tension sur le montant central est bien remontée, mais seulement à 26 kg. On a perdu 5 kg de tension dans le processus. Mais surtout, pire que ça, appliquer la même tension, mais sur des longueurs différentes, ça veut dire que vous allez avoir des résultats différents sur chaque point de votre raquette. En exagérant un peu, c'est un peu comme si on jouait avec une balle comme ça. Du coup, si on applique la même tension et qu'on obtient des résultats différents, est-ce qu'on peut obtenir un résultat uniforme en ayant des tensions différentes à chaque fois? Alors en théorie oui, mais il y a quand même un paquet de paramètres à prendre en compte, notamment le matériau de la raquette, sa déformation, sa résistance, le matériau du cordage, son élasticité, sa reprise en tension, son coefficient de friction, etc. etc. Sauf que les équipes de Sergetti, ça leur a pas fait peur. Ils ont recueilli toutes ces données en laboratoire et les ont compilées dans un grand logiciel qui permet d'avoir une feuille de cordage adaptée pour chaque situation. Avant de continuer, juste une petite précision, un petit disclaimer. Il y a pas mal d'anglicismes dans cette vidéo. Je ne suis pas rémunéré pour vous parler de ça. Si je vous en parle, c'est uniquement parce que moi j'ai trouvé cette info, que je la trouve intéressante, que je l'ai testée, et que personnellement, uniquement personnellement, je valide cette méthode. Si elle vous intéresse, vous pouvez avoir une réduction sur la commande de votre plan de cordage avec le code qui s'affiche ici. Et je ne touche pas de commission là-dessus, je ne suis pas rémunéré pour parler de ça. J'espère que c'est clair. Mais avant de vous jeter dessus à corps perdu, laissez-moi juste vous parler des bénéfices que moi j'en ai tirés. Bon, déjà j'ai mis du temps pour corder ma première raquette avec cette méthode parce que je peux juste pas le faire en mode automatique. En gros, pour corder une raquette de manière traditionnelle, je peux tout à fait le faire avec de la musique ou une série devant les yeux. Là, je suis bien obligé de me concentrer à chaque instant pour poser la bonne tension sur la bonne corde. On a dit les bénéfices, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Après 10-15 minutes d'adaptation sur le terrain, le temps de m'y faire, ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est l'absence de vibration dans le bras. En gros, il y a un confort supplémentaire. En effet, avec la méthode Sergetti, vu que ça uniformise les sensations sur l'ensemble du cordage, j'ai l'impression que ma zone de frappe optimale est plus grande. Alors est-ce qu'elle passe de 12 à 70% comme ils l'annoncent sur leur site? Honnêtement, je suis incapable de vous le dire. Mais oui, j'ai la sensation qu'elle est plus grande. Et cet agrandissement du sweet spot amène un autre avantage qui n'est pas négligeable du tout. Comme j'ai moins de vibrations dès que je vais décentrer un tout petit peu, de manière générale, j'ai beaucoup plus confiance en ma frappe. Je peux jouer beaucoup plus relâché, et quand on sait à quel point le tennis est un sport mental où la confiance joue beaucoup, un petit peu de confiance supplémentaire, ça fait pas de mal. Et si j'extrapole, moins de vibrations, ça veut aussi dire qu'à long terme, j'ai moins de chances de déclencher une tendinite du coude, donc moins de chances de blessure. Le site annonce également une plus grande longévité du cordage. Ça, personnellement, je ne l'ai pas vu. Je continue à casser tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de ma quantité de matchs. Donc, c'est pas un gain, mais quelque part, c'est pas une perte non plus.
Après 6 mois de test aujourd'hui, je recommande cette méthode de pose pour tous les joueurs qui sont en recherche de plus de confort, que ce soit pour éviter les blessures ou pour compenser un cadre ou un cordage qui serait un peu trop rigide. Maintenant, si vous en avez l'occasion, le top du top, ça reste de faire un test à l'aveugle. Vous faites recorder 2 raquettes identiques, l'une avec une méthode traditionnelle, l'autre avec la méthode Sergetti. Vous demandez à votre cordeur de les différencier, avec un anti-vibrateur de couleur ou avec un scotch sur le manche par exemple, sans vous dire quelle raquette est cordée avec telle ou telle manière. Et sur un entraînement, vous faites la moitié de la séance avec une raquette, l'autre moitié avec la seconde raquette, et vous verrez bien quelle sensation vous préférez. Si certains d'entre vous sont sur la région toulousaine et sont intéressés pour faire ce test, je suis prêt à vous offrir la pose du cordage en échange de vos retours. Pour ça, n'hésitez pas à me contacter par mail ou directement via la page Facebook. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon sur les cordages. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à profiter de ce code de réduction sur le site de Sergetti si la méthode de pose vous intéresse. Et vu que la saison a commencé, je vous laisse avec cette vidéo qui vous explique comment bien fixer un objectif pour votre année sportive. Ouais, elle est sortie il y a 1 an et demi et il y a eu quelques améliorations au niveau capillaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo.